Bonjour à tout le monde pour ceux qu'on n'a pas croisés depuis ce matin dans cette journée donc, qui est dédiée à la santé du numérique. On est sur la digestion, donc c'est clair qu'il va falloir un petit peu sortir de l'énergie, mais ça va le faire parce qu'on a une super thématique, donc ça va vous tenir éveillé et ça va vous permettre d'écouter cette table ronde qui a donc comme thématique l'innovation pour guérir. Donc là, j'attends, mais innovation pour guérir, vous êtes en train de vous dire, ça fait tarte à la crème, ça, de quoi on va parler, tout ça. Alors effectivement, innovation, tout le monde a sa définition, l'innovation, qu'est-ce qu'on met derrière l'innovation? L'idée dans cette table ronde, c'était de pouvoir mettre autour de cette thématique différents acteurs avec des rôles complètement différents, mais complémentaires, justement pour se dire que cette innovation en santé, eh ben, l'objectif finalement de l'innovation, c'est d'arriver après à une routine intégrée, des usages intégrés et acceptés par les professionnels de santé, par les patients, par les usagers de notre système de santé. Et c'est de voir en fait tout ce cheminement, comment on passe de l'idée, entre guillemets, l'idée de comptoir, ou tiens, et si on faisait ça, et comment on pourrait le faire, à et ben, finalement, on a une application, on a un outil numérique qui est utilisé au quotidien et qui potentiellement a fait évoluer notre système de santé, notre relation au système de santé, qu'on soit soignant ou patient, usager du système de santé. Je crois que je vais plutôt vous demander maintenant de vous présenter chacun et après on partira sur la discussion autour de la thématique. On va commencer par toi, Isabelle. Isabelle Bonelli, donc je représente l'Agence du numérique en santé aujourd'hui. Je suis directrice des territoires et de l'expérience client, l'expérience des usagers. On est plutôt, donc je travaille avec les territoires, ce qu'on appelle les territoires, les régions, les grades, notamment les groupements d'appui, qui sont vos acteurs d'appui de proximité, alors que nous, on est plutôt l'opérateur d'appui au niveau national. Donc il y a des entités politiques, la délégation du numérique en santé au ministère, l'agence régionale de santé qui définit la politique de santé, et côté national comme côté régional, il y a plutôt des groupements d'appui qui vous aident à comprendre un petit peu tout cet ensemble de choses qui ne sont pas évidentes. Et je fais partie de cette action-là, je suis à ce service-là. Merci Isabelle. Géraud. Bonjour à tous, donc je suis Géraud Menu, je représente les laboratoires Pierre Fabre. Je suis en charge de tout ce qui est innovation digitale et relations start-up. 2 mots sur les laboratoires Pierre Fabre. Donc c'est un groupe pharmaceutique historique basé dans le sud-ouest de la France, très précisément à Castres, qui fait 2,7 milliards de chiffre d'affaires. On est le 2e laboratoire mondial en dermocosmétique, un des leaders européens autour des traitements médicamenteux. Acteur assez important. On a des marques assez connues, comme par exemple les crèmes à veine, que j'imagine tout le monde connaît, shampoing Colorane, et après tout un tas de traitements en oncologie ou dans d'autres aires thérapeutiques. Donc ravi de participer à cette table ronde pour vous expliquer effectivement comment l'innovation au travers du numérique peut effectivement contribuer à mieux guérir, et je vous partagerai un petit peu ce qu'on fait concrètement. Le fait d'avoir cité des marques, tu dois donc donner 10% de ton chiffre d'affaires à la mêlée. Merci pour cette association qui essaye de faire accompagner le numérique au quotidien. Merci Géraud. Tu peux en citer plein si tu veux. Ok. Sylvain. Je ne vais pas citer de marque. Du coup. Non, tu fais attention. Tu fais attention. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de pouvoir être présent aujourd'hui. Donc, je suis Sylvain Françoise Dalmas, cofondateur de Alia Santé et cofondateur de plusieurs sociétés qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle au service de la santé. Et aujourd'hui, donc sur Alia Santé, donc une société qui est toujours composée de docteurs en mathématiques et informatique, la base en fait de l'intelligence artificielle. Et sur Alia Santé, on fait briller l'interdisciplinarité avec les professionnels de santé par le biais d'un comité scientifique qui nous permet d'avoir l'expertise et technologique de l'intelligence artificielle et aussi l'expertise santé qui nous permet de comprendre au mieux comment implémenter des solutions innovantes en santé. Alia Santé se démarque par les modèles de génération de données synthétiques qu'on a conçus, qui permet de libérer les données et de pouvoir les valoriser au travers de modèles d'intelligence artificielle. Merci Sylvain. On passe à Marc. Avec plaisir. Donc bonjour à tous. Marc Lenoble, je suis commercial dédié à la santé au niveau national chez Synology France. Synology, nous sommes le leader mondial du stockage de données sur serveur NAS. Donc moi je suis là pour accompagner
tout type d'établissement, les professionnels de la santé, pour les aider à mettre en place une stratégie sur le stockage, la sauvegarde, l'archivage de leurs données. Donc nous, c'est du stockage et de la sauvegarde on-premise, donc la donnée est localement présente chez les professionnels de santé. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment d'adresser les clients finaux et de développer le déploiement à travers des intégrateurs IT du marché. Merci Marc. Yann, on t'écoute. Bonjour à tous, donc Yann Micheli pour la société Kiomedinov. On est une société de droit privé mais avec une particularité, c'est que nos fondateurs et actionnaires, ce sont des CHU, des universités, et notre mission c'est de rendre plus sûre et accessible la santé numérique. On fait ça depuis 10 ans. On accompagne les porteurs de projets vraiment de A à Z, c'est-à-dire que vous avez une idée, on essaie de la confronter à vos futurs utilisateurs, voir si eux ils ont les mêmes besoins que ce que vous avez eu comme idée. Ensuite, on vous accompagne sur toute la partie qualité réglementaire pour être dans la réglementation d'un dispositif médical et du système de santé. Et on travaille aussi sur tout ce qui est essai clinique, donc pour valider vos dispositifs et qu'ils soient ensuite disponibles et safe, on va dire, sur le marché. Super, merci beaucoup. Merci à vous 5 de vous être rendus disponibles pour échanger sur cette thématique. Je reviens à la thématique, donc innover pour guérir. Si on prend peut-être un cas de figure finalement, on est en train de faire une soirée non alcoolisée et finalement on a une idée avec des copains et on se dit tiens, on serait bien si on crée une start-up en télémédecine, pourquoi pas faire de la télésurveillance? Et on se dit mais alors au hasard. Et on se dit, tiens, comment en fait l'État ou la France avec un grand F peut nous accompagner sur ce sujet? Alors, on va chercher sur Internet sans passer par de l'IA parce que ça a un impact fort. On le sait, on a tous compris cette partie-là. Pour autant, on va taper sur Google comment créer sa start-up. Et là, on va avoir une tonne d'infos. Et on va rien comprendre en fait, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des infos. Là, tu peux te faire financer ici, il faut que tu crées ça, tout ça. Comment l'ANS finalement, dans son rôle national et dans cette continuité des politiques publiques en santé, peut accompagner finalement le monde de l'innovation en santé? Isabelle. Mais que fait l'État? Alors, l'État et son opérateur, qui est l'Agence du numérique en santé, essaye déjà de clarifier quelque chose qui est quand même au niveau de l'État, c'est un grand mot, et au niveau des régions aussi. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'institutions qui participent. Et donc déjà, c'est complexe. C'est complexe pour ceux qui travaillent pour l'État, mais c'est aussi complexe pour vous et pour un innovateur qui, dans une soirée, a eu une excellente idée d'innovation. Donc déjà, on commence par faire un site. Alors on se dit, c'est bon, ils ont fait un site génial qui s'appelle Genius. Genius. Si vous tapez Genius dans votre navigateur préféré, vous trouverez un site qui a été fait avec 12 partenaires institutionnels notamment, qui vous renseignent sur les financements. Et il y a beaucoup d'appels à projets qui se montent, je vais vous le dire très rapidement après, qui vont vous dire, on est à la mêlée. Donc si je filais une métaphore un peu facile, je dirais que la délégation du numérique en santé, le ministère définit le cadre d'orientation, la fameuse feuille de route du numérique en santé. L'agence du numérique en santé essaye de le traduire dans des règles du jeu. Elle va vous dire le terrain de rugby, il est comme ci, la ligne elle est là. Si vous la franchissez, vous ne serez pas référencé pour les éditeurs de logiciels de Ségur d'établissement parce que vous n'identifiez pas bien vos patients, parce que vous n'identifiez pas bien vos professionnels de santé, parce que vous laissez rentrer sur le terrain de jeu n'importe qui, alors qu'il faut que ce professionnel de santé soit bien identifié. Donc, on a un petit côté, ce qu'on appelle régulateur. Et donc, quelque part, on vous aide aussi en vous disant, le terrain de jeu, il est là, les lignes, elles sont là. Et si vous les franchissez, voilà ce que vous obtiendrez. Si vous ne les franchissez pas, voilà ce que vous perdrez. Bon. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on essaye de vous aider à franchir ces lignes. Et donc, ce site va vous répertorier tous les financements de BPI France, des appels à projets d'État. Je vais en citer 2. Il y a le Ségur qui s'est beaucoup intéressé aux établissements, aux éditeurs de logiciels qui font des logiciels pour les établissements de santé, les professionnels libéraux, les officines, etc., pour les aider à respecter toutes les règles du jeu qu'on leur donne. Et il y a aussi des appels à projets qui sont là pour aider les gens qui ont envie d'innover, plus innovants et moins dans le suivi de la gestion de tout ce que doivent déjà faire ces professionnels de santé. Et dans le cadre de ces services, on a eu par exemple un appel à projet qui s'appelle les tiers-lieux d'expérimentation
et qui dit voilà, on va faire un appel à projet, on va prendre des consortiums en lien avec des établissements de santé qui pourront vous offrir un terrain d'expérimentation en réel de votre idée, de votre produit, et pour le tester en vrai, avant de s'emballer, peut-être sur une généralisation ou un plan de déploiement mirifique. C'est mieux d'aller le tester sur le terrain avec des vrais gens et des vrais professionnels de santé. On a eu aussi une expérimentation qui s'appelait Structure 3.0, qui devait permettre d'inventer des nouvelles manières de travailler avec le secteur médico-social et d'améliorer. On sait que c'est parfois tendu pour les agents dans le secteur médico-social et donc d'améliorer leur situation. Et donc il y a eu des financements pour toutes ces bonnes idées. Bientôt, il y aura des appels à projets sur, vous avez entendu, bien sûr, les grands défis. Vous avez dû entendre récemment de la part de notre Premier ministre la focalisation sur la santé mentale. Il y aura un grand défi sur la santé mentale, il y aura un grand défi sur le bien vieillir. Et donc ça, ce seront aussi des projets qui seront soutenus. Et puis, voilà, peut-être pour une première passe. Ouais, et donc tout ça est répertorié sur les sites Genius. Et vous avez tous les financements, tous les appels à projets, les dates. Et vous avez aussi un tas de petites simulations tests. Est-ce que mon idée va rentrer dans les dispositifs médicaux? Est-ce qu'il faut un marquage CE? Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans le RGPD ou pas? Est-ce que j'ai droit à la prise en charge anticipée? Tout un tas de questions difficiles. Et on a même parfois un fonds qui subventionne les gens qui veulent des conseils plus approfondis pour rentrer dans ce cadre et essayer d'avancer, obtenir les bons financements et rentrer dans le bon cadre qui corresponde à leur projet. Voilà, on a 100 équipes qu'on a aidées en conseil de ce point de vue-là. Super, très clair. Isabelle, donc si je reste sur l'idée du début, donc finalement c'est pas une soirée entre copains, c'est plutôt une troisième mi-temps, si j'ai bien compris, pour rester dans ta thématique. Donc je suis dans ma troisième mi-temps, j'ai été sur Internet, j'ai trouvé Genius, je suis super content, parce que dans Genius, donc, comme l'a expliqué Isabelle, il y a plein d'informations, le cadre, les règles du jeu, et puis il y a des plans de financement qui sont intéressants, et en plus on peut se rapprocher de toi, si j'ai bien compris, pour pouvoir derrière, à travers des programmes nationaux, être accompagné financièrement. Donc ça, c'est le côté État. Que fait l'État? On a eu une belle réponse déjà, Isabelle, sur le sujet. Et le monde industriel, il reste sur sa faim, il aide. Jérôme, comment un grand laboratoire comme Pierre Fabre participe, impulse aussi une forme de dynamique dans ce secteur? Alors, avant de répondre à ton point et d'enchaîner effectivement sur cette notion de troisième mi-temps et d'une rencontre un peu imprévue, innover pour guérir, on va dire, c'est la genèse même d'un laboratoire. On innove au quotidien pour rechercher des nouvelles molécules, pour rechercher des nouveaux traitements. Voilà, donc l'innovation est vraiment au cœur de notre savoir-être en tant que labo, et c'est ce qui nous anime au quotidien. Et on est quand même là à la mêlée numérique. Donc on peut se dire, Géraud, tu es à la mêlée numérique, donc en quoi le numérique peut aussi aider à cette innovation? Et c'est effectivement ce qui m'anime au quotidien, c'est effectivement regarder aujourd'hui les usages qu'apportent ces nouvelles technologies, l'évolution des technologies qui ne fait qu'augmenter avec tout un tas de puissance de calcul, de mobilité, etc. Et en quoi ces nouveaux usages vont nous aider, labo, à être du coup facilitateurs de nouvelles relations, plus efficients dans nos process industriels, dans notre manière de travailler notre cycle de R&D, etc., etc. Donc on a un champ d'innovation qui est vraiment très vaste et du coup mon travail au quotidien c'est vraiment de sourcer ces innovations et du coup d'aider nos équipes métiers à voir l'usage qu'on va pouvoir le traduire très opérationnellement derrière. Et donc, ce qui nous amène à ton point. Tu as créé ta start-up, ton innovation. Il y a un moment, du coup, il faut aller au contact de privé et d'industriels pour voir si effectivement il y a un intérêt, si on peut travailler ensemble. Et du coup, effectivement, je vais être un petit peu ce facilitateur pour aider à trouver ce terrain d'entente et du coup ce travail d'innovation pour réfléchir à en quoi le concept ou l'innovation que tu as eu va pouvoir venir nous aider à repenser notre ère sur des cycles de recherche clinique, sur de la drug discovery, sur des nouveaux médicaments, sur des nouveaux diagnostics. Donc on travaille beaucoup en dermatologie, donc en quoi des
des technologies modernes peuvent aider des dermatologues, peuvent accompagner des professionnels de santé pas forcément experts en dermatologie à utiliser ces technologies-là pour être un peu plus performants autour de cette... tout le monde n'est pas expert en tout, donc en quoi la technologie peut aussi les aider à faciliter le lien entre un patient qui est atteint d'une pathologie et nous qui proposons habituellement des traitements médicamenteux ou des crèmes, et du coup en quoi le numérique aussi peut soutenir quelqu'un qui a des effets secondaires, chute de cheveux, le syndrome pied-main-bouche qu'on connaît également. Donc voilà, comment le numérique peut aider à soutenir ça et du coup à innover pour mieux guérir. Et c'est là où du coup on se retrouvera au travers de la discussion en troisième mi-temps, puisque je serai un acteur facilitateur et engageant du laboratoire au travers d'une collaboration. Super, merci. C'est vrai que déjà tu n'as pas cité de marque, dommage pour la mêlée, mais merci. Pour autant, il y a quand même des similitudes dans ce que vous avez expliqué tous les deux. Il y a cette notion d'accompagnement, c'est-à-dire soutenir une idée et c'était ça que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait que vous disiez pour accéder au marché. Tous les deux, l'idée c'est quand même d'accéder au marché. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas trop mauvais en France pour avoir des idées, innover, tester, tout ça. Et puis après, donc là en fait le soufflet il tombe. Là ce que j'entends dans les deux discours, c'est vraiment l'idée, notamment avec ce que tu disais Isabelle, c'est-à-dire les tiers-lieux. L'objectif est quand même d'arriver jusqu'au marché. C'est-à-dire que l'innovation, l'idée qu'on a pu avoir dans n'importe quelle situation dans laquelle on est, mais l'idée qu'on a pu avoir, elle arrive finalement à être sur le marché, c'est-à-dire à être potentiellement acquis par un tiers pour l'utiliser. Et ça reste quand même un des fondamentaux quand même à ne pas oublier dans tout ça. Merci, mais on y reviendra sûrement dans un échange. Du coup, on avait un challenge, c'était de dire si on parle d'innovation et qu'on ne dit pas IA une fois, on est mort dans notre pitch, on est mort dans les gens qui vont venir. Donc on a dit IA, ça y est, c'est fait. Donc bien sûr que l'IA fait partie, on le vit maintenant, je ne suis même plus sûr de vous parler d'innovation en fait, parce que c'est tellement adopté dans le quotidien, que ce soit chez vous, que ce soit dans le monde pro et dans la santé aussi. On voit que l'IA prend de plus en plus de place. Pour autant, pour générer une IA moins intelligente, mais intelligente quand même, il faut de la donnée de base, il faut la nourrir pour que, après l'avoir nourrie, elle soit en capacité de réfléchir et s'auto-alimenter, réfléchir par elle-même pour pouvoir apporter le service escompté. Donc il nous faut des données, Sylvain, pour tout ça, c'est ça ? Exactement. Sur la question de l'entrepreneuriat en santé, je reviens avant de répondre à la question de l'accessibilité aux données de santé, parce que j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit. Il y a une question fondamentale en santé, c'est la problématique qu'on veut résoudre quand on veut entreprendre dans le domaine de la santé. Et les problématiques, le plus souvent, elles doivent être détectées par des professionnels de santé, qui sont au cœur du système de soins et qui les ressentent, qui les vivent. Et nous, entrepreneurs, ce qu'on fait, c'est de venir solutionner des problématiques qui sont ressenties par ces professionnels de santé. Et la continuité de ça, c'est de comprendre quel est le cadre. Et c'est pour ça que je rebondis sur la plateforme Genius. Ça permet très rapidement, et sans avoir forcément un bagage technique très pointu, de comprendre quel est le cadre pour pouvoir positionner son innovation. Donc je rebondis et je conforte sur l'utilisation de Genius pour démarrer son projet. C'est simple, il y a des podcasts, il y a des articles qui sont très bien rédigés. On comprend aussi les langages informatiques qu'il faut utiliser pour être interopérable en santé. Et ça, c'est très important. Pour concevoir une solution en santé, il faut savoir aussi s'intégrer dans de l'existant. Et c'est une complexité qui a fait que l'innovation a mis du temps, et l'intelligence artificielle aussi, à arriver et à vraiment être une solution en santé. Et on a besoin aussi de la tester, cette solution. Et là, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Géraud, parce que les laboratoires peuvent nous créer des opportunités pour qu'on puisse tester et vérifier la performance de notre innovation et surtout son utilité. Ce qui nous permet par la suite de concevoir un business model et d'avoir une pérennité sur la vie de l'innovation. Je reviens du coup sur la question de l'accessibilité aux données de santé. Parce que ça, c'est vraiment ce qui a été une des pains les plus importantes, une des douleurs les plus importantes pour nous qui connaissions en fait la technologie d'intelligence artificielle, qui l'avions déjà testée dans des cadres de recherche sur d'autres domaines. Et quand on est arrivé en santé, la problématique fondamentale, c'était l'accessibilité aux données de santé. Et il faut savoir que Alia Santé existe depuis 4 ans, bientôt 5 ans. En 2022, on fait un chiffre d'affaires de 550 000 €. Et en fait, on se rend compte que 80% des projets pour lesquels on nous sollicite n'aboutissent pas à cause de l'accès aux données.
Donc la problématique en santé, elle est fondamentale. Et on se rend compte que c'est ça qui fait que l'essor de l'intelligence artificielle en santé est drastiquement freiné. Donc, on prend le problème, on l'identifie, on prend le problème à la source et donc on pense à des solutions. Et donc les solutions qu'on a mis en place chez Alia Santé pour pouvoir répondre à cette problématique-là, ce sont des modèles de génération de données synthétiques. Qu'est-ce que les modèles de génération de données synthétiques? C'est des réseaux de neurones qui vont pouvoir comprendre les caractéristiques intrinsèques de vos bases de données de manière à pouvoir générer une nouvelle donnée qu'on appellera données synthétiques. Ça permet quoi? En premier lieu, de pouvoir anonymiser votre base de données. Et ça, c'est très important. Pourquoi la donnée est difficilement accessible en santé? C'est une des raisons, mais c'est le fait qu'elle contient de l'information personnelle. Et cette information personnelle, il faut s'assurer qu'on ne la partage pas. Parce que nous sommes tous patients et nous avons tous pas trop envie que toutes les sociétés aient accès à nos données de santé et soient au courant de notre santé. Donc ce premier pilier, l'anonymisation pour pouvoir protéger les patients, mais valoriser la base de données sur ces aspects médicaux pour faire avancer la recherche en santé. C'est une dimension très importante. L'autre dimension, c'est l'accélération. En fait, ces modèles de génération, ils vous permettent de très rapidement concevoir un modèle d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que si vous avez une centaine de données, c'est difficile d'entraîner un modèle, mais par contre, en utilisant ces modèles, vous augmentez le nombre de données, donc vous passez de 100 à 1000, et là, votre modèle d'intelligence artificielle peut être entraîné plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces solutions de génération de données synthétiques, et on espère que ça viendra libérer l'usage secondaire de la donnée en santé, et on espère que ça permettra à des entrepreneurs talentueux et à des entreprises talentueuses de pouvoir concevoir des modèles d'intelligence artificielle avec Alia Santé. Merci beaucoup Sylvain. En fait, tu amènes un terrain fertile et propice à l'innovation, c'est-à-dire on s'appuie sur des données dont elle a la capacité de créer un environnement pour pouvoir derrière s'assurer que l'application, l'outil numérique quel qu'il soit qu'on a pensé, il puisse effectivement être nourri d'informations qui soient cohérentes et exactement. C'est tout à fait ça. Il faut voir aussi qu'il y a une très grande importance à la qualité des données qu'on utilise pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Et donc il faut avoir une réflexion aussi sur quelles sont les personnes qui vont participer à la constitution de cette base de données et comment techniquement on va s'assurer aussi de sa représentativité, du fait qu'elle a une structure qu'on peut par la suite valoriser. Donc c'est tout un écosystème de données sur lequel justement il faut compter sur des sociétés qui peuvent faire de l'hébergement sécurisé avec de l'hébergement de données de santé qui nous permet de travailler et de valoriser ces bases de données, donc d'apporter la brique intelligence à l'intérieur de ces bases de données. Je n'ai même pas besoin de faire de transition dans ce cas-là, parce que le ballon passe sur la gauche, donc, puisque au final, effectivement, Sylvain parle de données de santé, donc on suppose quand même que c'est un minimum sensible, ces informations. Même s'il arrive à en créer d'autres, il y a quand même des données sensibles. Comment, avec ta structure Synology, vous répondez justement à cette problématique liée à l'or noir, dans le nouvel or noir qui est la donnée de santé? Oui, Jean-Christophe, exactement. Oui, mais comme Sylvain l'a présenté, le volume des données il croît de façon exponentielle dans divers usages sur la santé. Aujourd'hui, je crois que c'est 30% du volume total de données informatiques qui est généré par la santé. Donc chez Synology, nous, on innove pour proposer une solution de sauvegarde qui soit fiable, performante et hautement sécurisée et le plus rentable possible pour les établissements de santé. Donc effectivement, tu parlais d'or noir. Moi, je dis même que c'est une mine d'or. Effectivement, c'est des données qui sont sensibles, confidentielles et qui peuvent avoir beaucoup de valeur aussi quand il s'agit de données de recherche médicale sur le long terme. Donc effectivement, on le disait, on n'en entend presque plus parler tellement c'est un quotidien que les établissements sont touchés par des cyberattaques. On n'en parle presque plus, mais donc nous, on vient vraiment apporter une solution de protection à ces données avec de la sauvegarde et des possibilités de sauvegarde immuable, donc pour permettre aux établissements de restaurer des données intègres et fiables. Voilà un petit peu comment on se positionne. Très clair, merci. Donc on reste sur la thématique de la donnée au final, parce qu'en fait on voit que on a certains acteurs qui sont capables de donner de l'information, proposer un cadre, financer, accompagner pour aller au marché. On a compris qu'il fallait
pour avoir une application qui tourne, il faut au minimum qu'on l'ait un peu testé, qu'on soit sûr du modèle qu'on va proposer. Oui, je sais, c'est un peu banal, mais bon, voilà. Mais bon, on arrive, et donc finalement, il faut bien la stocker, mais il faut quand même générer une donnée de base, quoi. Il faut une donnée, et donc peut-être des essais cliniques, c'est ça, Yann, pour. Alors oui, des essais cliniques, mais surtout ce qui vient d'être dit, moi, je retiens une chose, c'est que nous, des projets, on en voit plein, on en voit tous les jours, et il reste encore énormément de projets qui arrivent, qui sont ce qu'on va appeler hors sol, c'est-à-dire qui sont technocentrés. Il n'y a pas de mauvaises idées, mais il y a des idées qui auront du mal à trouver leur marché. Parce que le marché de la santé, c'est un marché vraiment particulier. Tu en as parlé tout à l'heure. Il faut vraiment que ça s'inscrive sur un besoin, que ça réponde à une question. Et qu'en plus, ça s'inscrive souvent dans un parcours de soins ou dans un parcours de vie. Et si vous n'avez pas ces prérequis, ce sera très compliqué demain d'avoir un modèle économique. Et avant d'avoir même un modèle économique, c'est vrai que l'innovation en santé, elle est possible, mais elle est très cadrée. Et quand on couple numérique et santé, il y a un peu une sorte de deux mondes qui viennent se rencontrer. Ce n'est pas du tout les mêmes temporalités. C'est encore pire sur le médicament, mais le dispositif médical, c'est des temps qui sont quand même déjà plus ou moins longs. Réaliser une étude clinique, c'est-à-dire la démonstration que votre solution va guérir et non pas va empirer, par exemple, la situation du patient, ce sont des choses qui prennent à minima 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, votre produit n'est pas sur le marché, il vous faut des fonds pour pouvoir tenir pendant cette partie-là. Nos prestations ne sont pas gratuites, elles sont quand même assez chères, donc il vous faut aussi des budgets pour le faire. Et tout ça, c'est à intégrer dès le début de votre idée, c'est-à-dire que à la 3e mêlée, il y a eu une idée, vous avez trouvé potentiellement des financements, mais il faut l'inscrire dans ce temps lent, il faut l'inscrire dans un parcours de soins, dans un besoin utilisateur, et quand vous venez nous voir, et seulement à ce moment-là, nous, on va pouvoir vous dire, OK, votre solution, voilà comment on va démontrer qu'elle est efficace et amener des preuves suffisantes pour qu'ensuite, une autorité qui est là, pour le coup, pays, puisqu'en fait, c'est un marquage CE, c'est pour toute l'Europe ou pour les États-Unis, il y a une autorité qui va dire, c'est OK, vous allez pouvoir le faire. Mais pour ça, en fait, c'est tout un chemin, on va dire, qui est à passer. Entre autres, par exemple, on a régulièrement des gens qui viennent, qui développent, on va dire un peu dans leur garage, leur solution, sauf que non, vous avez des règles, vous avez des réglementations qui sont là. Un logiciel aujourd'hui qui doit être un dispositif médical doit avoir une documentation, elle doit répondre à des normes. Si vous avez tout développé, que vous arrivez sans ça, vous pouvez quasiment tout reprendre, hein. Il faut repartir de zéro. De la même façon qu'il vous faut un système de management de la qualité, par exemple, dans votre structure. Donc tous ces points sont à construire dès le début de votre idée pour avoir une sorte de roadmap non seulement technique mais aussi financière pour pouvoir être aidé. Et puis que derrière, en fait, les briques, on va dire, se complètent. S'il en manque une, tout va finir par s'effondrer. Donc à un moment, vous ne pourrez pas passer outre, il va falloir reconstruire soit votre mur depuis la base, et là je vous assure que si vous avez des financeurs privés, ils ne vont pas apprécier, les publics non plus. Donc l'idée c'est que les fondations soient quand même déjà bien là, et petit à petit comme ça, le projet va grossir. Il y a moi j'ai envie de dire, il y a aussi deux approches, hein, innover pour guérir. Il y a ce qu'on va appeler des produits qui sont plutôt sur le côté bien-être, qui peuvent apporter réellement, on va dire, des plus sur la qualité de vie des gens. Et puis il y a les dispositifs médicaux. Et c'est là aussi où une stratégie peut être faite en se disant, en 2 temps, je ne veux pas franchir les fameuses lignes dont tu parlais tout à l'heure, de se dire, je n'ai pas les moyens encore, ou pas la techno, ou je n'ai pas les preuves que je peux passer cette ligne dispositif médical. Donc je reste dans cette partie-là, j'agrège de la donnée, je vais chercher des données synthétiques éventuellement pour confirmer l'ensemble. Et ensuite, j'ai un deuxième cran qui est de passer sur la partie dispositif médical. Donc c'est vrai que nous, on est un peu l'empêcheur de tourner en rond. On adore l'innovation, mais l'innovation en santé, ça a quand même énormément de cadres. Et il faut les connaître, il faut vous faire accompagner. Je pense que là aussi, dès le début, n'innovez jamais seul dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit réaliste. Donc c'est faites-vous aider, faites-vous accompagner par des acteurs privés, par des acteurs publics, pour arriver justement le plus rapidement possible avec une solution qui va répondre à un problème et qui va s'inscrire surtout dans un parcours de soins. Si on reste finalement dans cette thématique, on est dans notre 3e mi-temps du coup. Et effectivement, moi ce que j'entends avec ce que tu dis, c'est que même dans une 3e mi-temps, il faut quand même réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire que aller capter de l'information, et là Isabelle a été très claire par rapport à Genius, j'ai l'impression qu'on a quand même le minimum vital pour pouvoir se lancer et se dire finalement il y a peut-être une opportunité et c'est peut-être faisable que d'aller vers cette innovation, mais il y a plusieurs étapes.
Il y a plusieurs étapes et il y a quelque chose qui est revenu assez souvent, c'est la relation au temps. En fait, tu parles de 24 mois en moyenne pour accéder au marché pour être dispositif médical numérique. Non, ça c'est juste pour le temps de l'étude clinique. Donc Ouais. devant, il faut rajouter encore les temps de conception et derrière les temps de mise sur le marché. Non, aujourd'hui, on est plus sur 3 à 5 ans, quand ça se passe vraiment bien, pour sortir un dispositif médical. Complètement. C'est bien. En fait, vous innovez pour vos enfants, en fait, à force. C'est l'idée. Voilà. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'en 3-5 ans, on arrive à faire quelque chose. Donc, il y a une relation au temps. Je suis complètement aligné avec ce que tu disais sur cette notion d'importance de l'écosystème et de mettre l'ensemble des parties prenantes dans la construction d'une innovation pour, à des fins de guérir. Et le sujet tech, bon, tout le monde peut arriver à le faire. Des IA indirectement, bon, il faut faire tourner des algos, je suis d'accord avec toi sur la donnée, etc. Mais la difficulté, c'est d'arriver à la mettre sur le marché, qu'elle trouve son marché et que l'ensemble de l'écosystème dont la finalité est un meilleur parcours de soins atterrisse là-dedans avec l'ensemble de la réglementation, qui sont clés dans notre domaine, arrive à faire que toutes les planètes s'alignent. Et c'est là, effectivement, très souvent, on me dit « Ah, Géraud, j'ai trouvé cette start-up, elle est géniale. Un sujet dans la tech, en 4-6 mois, c'est réglé. » Oui, 4-6 mois, ok, on aura eu le temps de comprendre un peu le sujet, d'identifier les différents acteurs. Et effectivement, est-ce qu'on est plutôt dans du well-being ou plutôt dans du medical device? Qu'est-ce qu'on vise, etc. Mettre les bonnes parties prenantes, les KOL, ou en tout cas les médecins qui font autorité autour de la table, les institutionnels, et voilà. Et regarder effectivement autour de l'innovation de la troisième mi-temps qu'on a trouvé, le concept, comment effectivement, progressivement, mais c'est vraiment travailler en écosystème, c'est clé dans la réussite de la transformation de l'innovation. On en parlait ce matin avec une innovation qu'on a récemment sortie. Le partenariat avec l'acteur tech n'est qu'un élément dans tout l'écosystème qu'il faut arriver à mobiliser pour apporter un nouveau parcours de soins ou un parcours de soins innovant à des fins de guérir, si on doit répondre à la table. Ouais, donc, du coup, si j'ai une bonne idée techno, ça ne veut pas dire que je vais passer le cap. Pas seulement. C'est ça. Donc, s'entourer, s'informer, s'entourer. Sylvain, toi avec ce que tu as pu créer, alors je ne sais pas si on peut parler encore de start-up, parce que ça fait quand même un petit moment que tu existes sur le marché. Ah oui, les dernières sociétés qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires, on ne parle plus trop de start-up, mais par contre, Alia est toujours une start-up. Donc on est toujours dans ce démarrage, en fait. Ça fait 4 ans, mais ça reste encore assez récent. Pour rebondir du coup sur ce qui a été dit, plusieurs points. Déjà, je trouve qu'il y a une vertu à ce que l'innovation en santé n'arrive pas trop vite. Parce que ce qu'on peut voir sur le marché chinois ou sur le marché américain, c'est pas hyper rassurant. Et je vois les affiches de films qu'il y a et qui sont au mur. L'IA est considérée parfois comme un risque, comme un danger, comme non maîtrisé, comme non compréhensible. Sachez qu'en France, on a des chercheurs qui sont plus que talentueux. Et on n'a pas à jalouser les autres pays parce que les acteurs en recherche en France sont incroyables. Et l'ADN d'Alia Santé, c'est de s'appuyer sur ces chercheurs-là. Et en fait, quand on propulse de l'innovation en santé, il y a à la base une recherche scientifique qui doit être établie et des publications scientifiques. Et en fait, quand on arrive sur ce marché avec de la publication scientifique, donc de la preuve de fiabilité de sa solution, il y a un meilleur accueil. Et il y a justement des laboratoires comme Pierre Fabre, et ça je peux le parler en connaissance de cause, qui, quand on arrive avec ces éléments-là, sont tout à fait à même de vérifier avec nous la fiabilité et la preuve de fonctionnalité de l'innovation. Et sur les sociétés que j'ai pu concevoir, on a beaucoup travaillé avec la R&D de Pierre Fabre pour démontrer la fiabilité de cette technologie. Et c'est comme ça qu'on avance en fait. On avance en montrant les preuves. Et ça a une vertu parce que l'innovation, quand elle va trop vite sur un domaine comme la santé, peut avoir un certain risque. Il peut y avoir des pertes de données, il peut y avoir une utilisation de la donnée qui est différente de celle qui est annoncée. Et donc le cadre réglementaire français et européen est très sain pour un déploiement de l'innovation, même si effectivement on aimerait avoir tout plus vite. Il faut gérer cette frustration.
Donc si je suis pressé, je ne suis pas un super bon entrepreneur ou pas un bon innovant alors. Je dirais il faut être pressé et déterminé dans la manière de mettre en place les petites choses qui nous font avancer, mais sa vision long terme, il faut être patient et accepter qu'il y aura des défis et des difficultés importantes avant de pouvoir réaliser et concrétiser cette vision. C'est bien dit. Donc effectivement, on peut être pressé, mais finalement, en étant un peu provoque, l'inertie du système ou l'inertie d'accès au marché, qui est, comme on le disait, le passage obligatoire par certaines règles, des études cliniques, rentrer dans un cadre spécifique de qualité pour obtenir un marquage CE et accéder au marché français. En fait, finalement, c'est une espèce de garant de l'homme pressé qui veut vite aller sur le marché pour s'assurer que finalement ce qui est fait, eh bien, il est conforme et sécure pour le patient professionnel de santé. Oui, tout à fait. Et je vais même aller plus loin. L'innovation et la technologie est très mature pour apporter des choses à la santé, mais est-ce que le système de santé et les gens qui sont acteurs dans ce système sont prêts à utiliser l'innovation? Et en fait, on se rend compte qu'ils sont déjà débordés en fait, de solutions à tester. Et donc, il y a une réflexion à avoir sur comment on favorise, ce que tu mentionnais, l'usage de l'innovation. Et ça, c'est un paramètre très important et qui devient de plus en plus déterminant quant à la réussite de l'innovation en santé, c'est comment on simplifie et on facilite l'usage de notre innovation. Je vais prendre un exemple américain, mais ChatGPT, là où ça a été incroyable dans sa croissance, c'est parce qu'ils ont facilité l'usage avec une page qui est très simple à comprendre, très simple à utiliser, et en plus c'est un agent conversationnel, donc du coup on peut solliciter, il y a une réponse tout de suite, il y a de l'instantanéité, etc. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a une croissance exponentielle de l'usage de ChatGPT. Et nous, conceveurs de solutions d'intelligence artificielle, on doit avoir une réflexion aussi sur comment on l'intègre, à quel moment le professionnel de santé l'utilise, comment on s'assure qu'on facilite ou qu'on accélère le processus cognitif, mais sans le supprimer, parce qu'il ne faut pas le diminuer. Donc il y a vraiment une complexité sur quelle est la meilleure implémentation et la meilleure ergonomie à mettre en place. Alors c'est hyper intéressant. Est-ce qu'on peut passer à 4 heures de table ronde? C'est comme ça, au final, prenez du sucre et on peut continuer. Super, merci, c'était hyper clair, hyper intéressant. Alors, donc il y a une histoire de relation au temps, il faut être bien accompagné et on parlait d'usage, Isabelle. Ouais, c'est impossible de ne pas passer la parole sur les usages quand même. J'ai une casquette expérience usagée, directrice des territoires et de l'expérience usagée, donc pour moi c'est très important. Et je dirais, bon, on a vu tous les tomates hors sol pousser sous serre. Moi je dirais que le problème, pour revenir sur ce terrain de jeu, il faut qu'elle soit dans les datas, mais il faut qu'elle soit dans les parcours des soignants. Les soignants, ils sont fatigués, ils ont une charge importante, ils ont un tas de logiciels. Donc quand les logiciels ne sont pas intégrés, il ne faut pas se dire je vais rentrer sur le terrain de rugby, mais en plus je vais me mettre dans un petit espace. Parce que le professionnel, il ne voudra pas utiliser le nouveau service en ligne qui ne sera pas facile d'accès, sans se réauthentifier, sans rien. Si ça ne s'inscrit pas dans son parcours et dans son besoin immédiat, il va se dire qu'est-ce qu'on me demande encore. Donc il faut vraiment, il y a un rapport bénéfice-effort. C'est même pas coût, hein. Effort de mise en place, effort cognitif, effort d'utilisation, parce que si je dois me reconnecter 3 fois, penser autrement, c'est un enfer, des soignants n'ont pas tellement le temps. Donc soit ça aide la relation de soins singuliers ou la prévention, donc il ne faut pas que ce soit hors sol, il faut jouer collectif, et il faut que ce soit vraiment en lien avec les professionnels, là pour le coup, et que ce soit simple. Et ça, pour nous, c'est un vrai sujet. Parce que le professionnel, même s'il trouve que le service est pas mal, si l'effort, vous savez, on dit le bénéfice, le service médical rendu, eh ben, il faudrait un service numérique rendu qui soit très, 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 très élevé. Parce que le professionnel, dès que ça lui demande un peu trop de temps, même si le service, in fine, est intéressant, il n'ira pas. Il n'a pas de temps en ce moment. Et tout à fait. Si je rebondis justement là-dessus, c'est vrai qu'on a identifié 11 facteurs clés de réussite en santé numérique, dont ce qu'on appelle l'attente à l'effort, c'est-à-dire l'effort que je demande à mon utilisateur pour accéder à mon application. Et c'est très varié. Quand on est par exemple chez des seniors, demander ne serait-ce qu'une adresse email, c'est un effort aujourd'hui très important. Parce que chez les seniors, il y a leurs aidants ou leurs enfants qui leur disent « attention, quand tu donnes ton email, il y a des risques d'attaque, etc. » Donc avec ces 11 critères, en fait, vous arrivez à voir si vraiment votre application ou votre solution va atteindre le marché. Nous, on prend souvent une image
on va dire, du système solaire, en fait. Et on parle d'un impact gravitationnel, c'est-à-dire qu'une innovation, quand elle vient dans son marché, elle vient le percuter. Et on essaye de voir comment cette innovation va venir le percuter. Est-ce que ça devient un soleil, c'est-à-dire que l'écosystème se met autour à graviter et vous avez une puissance qui est suffisante pour attirer des systèmes qui sont autour de vous? Est-ce que vous êtes une planète et vous venez vous inscrire dans ce système? Ou est-ce que vous êtes une comète qui passait sans aucune interaction avec votre écosystème? Et on connaît la destinée des comètes ou des astéroïdes. En général, c'est joli. Ça fait, parfois, quand elles passent assez proches, ça fait de la lumière. C'est parfois ce qu'on voit. On peut avoir des spotlights, on voit des gens qui lèvent beaucoup d'argent, mais à l'arrivée, il n'y a pas forcément du concret derrière. Et c'est vrai que tout ce qui vient d'être dit, c'est vraiment ça. C'est soyez au cœur de votre écosystème, restez avec vos futurs utilisateurs, comprenez-les, comprenez comment ils travaillent. On a accompagné dernièrement une société où la promesse, c'était de faire gagner du temps à un professionnel de santé, sauf que la première des choses qu'il demandait, c'était de re-remplir l'intégralité du portefeuille patient. Donc on dit, mais arrêtez, jamais, là vous commencez déjà par lui faire perdre des mois, donc commencez à vous intégrer. On parle d'interopérabilité aujourd'hui avec le Ségur. Regardez l'écosystème dans lequel vous arrivez. Ce sera peut-être même demain opposable à votre solution. Donc vous n'existerez plus si vous la lancez telle que ça. Donc intégrez-vous dans un système qui existe, quoi. C'est pas simple d'innover finalement. C'est pas simple, mais on sent qu'il y a un terrain fertile dans la santé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On voit qu'il y a les accompagnements, les informations. Il faut être bien entouré, avoir un rapport au temps qui soit... Et du coup, d'un point de vue stockage, données, machin, ça doit exploser. Tu dois avoir un business de folie, Marc, sur ce sujet-là, non? Écoute, Jean-Christophe, tu as raison, on n'a pas du tout à se plaindre à ce niveau-là. Tout simplement parce qu'on propose des solutions qui sont extrêmement simples à prendre en main, qui ne nécessitent pas de formation. On avait travaillé avec le CH Créteil il y a quelques temps, et c'est vraiment ce qu'ils ont mis en avant. On n'a pas le temps de se former à une nouvelle solution logicielle. On a un staff qui est réduit, et on a des choses qui sont plus importantes et qui sont prioritaires. Donc c'est vraiment là qu'on arrive à faire de la différence. Et oui, effectivement, nous on arrive avec une solution complète de bout en bout où on propose la sauvegarde sans aucun frais de licence. Donc pour sauvegarder tous les actifs numériques, les PC, les serveurs, les comptes Microsoft 365, les établissements, on travaille avec le GHT Loiret, ils ont économisé 90 000 € par an. Donc c'est quand même conséquent. Ok, noté. On a 14 minutes, je vous laisse qu'on arrive à 10 minutes pour essayer de poser des questions, mais on peut toujours regarder si des mains se lèvent pour commencer, sinon on a une tonne de questions. Je peux peut-être ajouter, mais dans le Ségur, il y a un grand volet maintenant, et autour du Ségur, il y a un gros volet qui s'appelle le programme CARE, cybersécurité dans le secteur de la santé. Et donc, avec toutes les affaires dont on a tous entendu parler, de fuite de données, il y a un vrai mouvement aussi soutenu par ce programme public et porté notamment par l'Agence du numérique en santé, d'aider tous les acteurs qui effectivement ne sont pas des spécialistes, ont du mal à recruter, à aller vers des solutions de sécurisation de leur réseau, de sécurisation de leurs données, de possibilités de résilience. C'est le programme CARE de résilience. Peut-être avant de passer la main sur les questions, je voudrais juste... peut-être la discussion a été un peu pessimiste sur innover en santé. Je voudrais juste recadrer un peu. Je voudrais juste remettre de l'optimisme. Et c'est important aujourd'hui d'avoir l'envie de créer, d'avoir envie d'innover. Et rassurez-vous, il y a des résultats, il y a des avancées qui sont assez importantes. J'ai mon prisme d'intelligence artificielle, donc désolé, je vais me contenter d'être là-dessus, même si j'ai pu voir les autorités en 6 ans de régulation et les autorités françaises avancer drastiquement et très rapidement sur comment créer le contexte favorable pour faire émerger l'innovation. Et ça, je tiens à le dire, on l'a vu évoluer et c'est beaucoup plus simple aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années. Et au niveau de l'intelligence artificielle, il y a des premiers résultats qui sont assez fantastiques. On l'a vu, ça a bougé des domaines comme la radiologie, ça a bougé des domaines comme la dermatologie. La valeur ajoutée pour l'instant est peut-être faible parce qu'on doit s'assurer qu'il y a une certaine fiabilité des modèles, mais on a vu aussi les modèles d'intelligence artificielle apporter des grandes avancées et l'accélération sur la recherche, l'analyse des données de santé, sur l'aide au diagnostic et aussi sur le meilleur suivi et la personnalisation du parcours de soins pour les patients. Donc soyez confiants, l'innovation avance en santé, elle avance rapidement, mais elle avance, je dirais, respectueusement et de manière fiable. Et oui, ce qui s'appelle la stratégie d'accélération
du numérique en santé avec un petit acronyme sympathique comme on sait le faire dans l'État, SASN. Elle est branchée quand même sur le plan France Relance 2030, avec quand même beaucoup de financement, beaucoup d'accompagnement dont nous sommes tous témoins ici à divers titres. Donc je pense que le cadre est complexe, exigence, le terrain de jeu, les lignes, tout ça, c'est pas facile, ça demande du temps, mais que quand même j'ai vu bien d'autres domaines dans les politiques publiques où il n'y avait pas autant de terreau fertile favorable à développer des leaders de l'innovation en santé, enfin dans d'autres domaines de politique publique. Donc je trouve que franchement, il y a un alignement quand même du public, du privé, de beaucoup d'acteurs. Je suis d'accord. En fait, on n'est pas pessimiste, on est engagé. Je pense que de toute façon, là, si on est tous autour de la table sur ces sujets-là, c'est effectivement, on a envie, mais être éclairé, c'est-à-dire voir les sujets sur lesquels il faut effectivement avancer. Je trouve que c'est aussi une façon d'avancer plus sereinement. Géraud, je t'ai senti. Non, c'était, je suis aligné avec ce que tu dis sur les choses bougent quand même. On a énormément quand même de projets qui visent effectivement à travailler sur notre efficience, à travailler sur notre accélération, de proposer des nouveaux concepts de mise en relation entre patients, professionnels de santé, comment tout ça peut s'accélérer dans un nouveau parcours de soins. On est, et c'est peut-être effectivement un des points, dans un marché qui est régulé, donc il est normal effectivement que tous ces éléments soient pris en compte d'un point de vue validation médicale, parce qu'effectivement, à partir du moment où on propose un service, un médecin qui aura toujours autorité par rapport à sa décision demandera en fait quelles ont été les publications, quelles ont été la véracité de la technologie, et c'est sain et c'est bien, et je pense que c'est voilà, comme tu disais. C'est bien qu'on ait quand même ce contrôle et qu'on ne parte pas tous azimuts dans l'usage de tout un tas de technologies. L'IA, c'est pareil. L'IA, je pense que le contrôle des IA et tout ce qui est en train d'arriver avec l'IA Act, et du coup la démonstration de comment l'IA a tourné et comment il a généré cette proposition et ce qu'on appelle l'explicabilité de l'IA sont sains. Parce qu'effectivement, c'est des choses d'un point de vue autorité qui sont indispensables pour arriver à comprendre comment on en est arrivé à cette proposition qui a été faite par l'IA pour que derrière, effectivement, le médecin soit à même de prendre la décision. Et du coup, ça prend du temps d'arriver à justifier tout ça. Et du coup, je pense que c'est indispensable dans une notion de... Voilà, on parle quand même de vie. Donc, il faut qu'on reste quand même sous une gouvernance et sous une éthique qui soit respectable. Effectivement, et je trouve que la meilleure idée qu'on ait eue en 2017-2018, c'était vraiment de redéfinir ce rôle entre le monde industriel et l'État en disant l'État définit des règles, un cadre dans lequel il faut jouer, et les industriels s'en l'approprient pour pouvoir ensuite alimenter l'écosystème. Et pas de mélange des genres, ils cadrent, ils donnent un cap, et derrière, nous, les industriels, on investit ce cadre justement pour alimenter l'écosystème. Et je trouve que ça a été, quand c'est respecté, on arrive à faire quelque chose qui commence à être performant. Bon, on s'est planté sur on avait 10 minutes, il nous reste 7 minutes, 8 minutes. Donc je sais j'ai vu 2-3 mains se lever. Oui. Oui, bonjour, Anne-Claire Dubreuil, directrice de projet transformation numérique au SICOVAL. J'avais une question sur la question de l'accompagnement. Vous avez évoqué plusieurs fois l'accompagnement, mais je suppose que c'est plutôt des entreprises privées. Est-ce qu'il y a aussi des options de financement pour les collectivités? On a un contrat local de solidarité, un contrat local de santé, et le premier axe est autour du numérique en santé. Donc, est-ce qu'on pourrait alimenter grâce à des accompagnements de l'État? Alors, effectivement, tout à l'heure, Isabelle a parlé du tiers-lieu. J'ai pas bien compris quelle était votre structure. Alors, nous sommes le SICOVAL, c'est une communauté d'agglomération sud-est de Toulouse. Alors, je suis moins au courant sur le travail. Je suis arrivée à l'agence en juillet. Donc, je suis moins au courant sur tout ce qui est la partie des travaux d'accompagnement avec les collectivités. Cela dit, moi, j'ai vu pour avoir travaillé dans d'autres fonctions antérieurement, donc je me renseignerai, parce que je pense qu'il y a vraiment un modèle à développer, notamment sur le volet social et médico-social, avec les collectivités et avec les conseils départementaux. J'en suis tout à fait convaincue, mais pour l'instant, ça n'est pas encore très développé. Concernant, j'ai travaillé avec l'ANCT. L'ANCT développe le numérique, l'Agence nationale pour les territoires et les collectivités, et a eu des volets de financement ces dernières années très importants pour aider les collectivités dans leur évolution vers le numérique. Je ne sais pas si... je crois que c'était tout domaine, ce n'était pas spécialisé en santé.
Mais du coup, je vais regarder ça et je peux m'engager ensuite à vous répondre. Alors les tiers-lieux, hein, je vous confirme, les collectivités territoriales peuvent avoir accès aux tiers-lieux. Le tiers-lieu en 2 mots, donc un appel à projet porté par l'État qui vise à mettre en consortium avec une tête de pont sanitaire, donc un établissement de santé quel qu'il soit, des industriels, mais pas que. On voit des conseils départementaux qui participent à des tiers-lieux, des réponses de tiers-lieux pour travailler sur le vieillissement, la perte d'autonomie liée au grand âge, des choses comme ça. Donc il y a quand même quelques sujets sur lesquels la partie collectivité locale n'est pas oubliée quand même dans le système et fait bien partie de l'échiquier local. Yes. Oui. Bonjour, merci pour l'intervention. Valentine Parker, moi je travaille en IA aussi, mais pas du tout sur de la santé. Je vous entends dire que les innovations, elles doivent réduire des problématiques qu'on peut avoir sur la santé. Et dans un monde où on parle que d'omnicanalité, moi je me demandais juste simplement pourquoi on n'avait pas déjà une innovation sur un carnet de santé numérique. La santé multiprofessionnelle, je ne comprends pas que ça n'existe pas déjà. Refaites-le sur le carnet de santé, parce qu'on a quand même Mon Espace Santé. Alors là, Mon Espace Santé, vous l'avez? Oui, mais tous les professionnels ne viennent pas charger tous les... Malheureuse. Alors là, regardez, je suis obligé de la tenir. Je suis obligé de la tenir. Calme-toi, Oh Isabelle, calme-toi. Il doit me retenir. Calme-toi. Chut, chut. Alors, tu y vas sur le Ségur? L'ancien DMP, le dossier médical partagé, ça va avec Mon Espace Santé. Et tout le programme Ségur, avec beaucoup de financement, 2 milliards d'euros sur quelques années, a été par des couloirs, ce qu'on appelle des couloirs. Donc là, on va démarrer, là on est à la vague 2, il y a eu la vague 1. Et donc la vague 1, c'était plutôt alimenter ce fameux Mon Espace Santé, compte rendu biologie. Là, on va attaquer l'imagerie pour faire des pointeurs, parce qu'on ne va pas envoyer les images dans leur format tout à fait spécifique et parfois peu interopérable. Donc, avec toutes ces règles d'interopérabilité, on alimente en compte-rendu documents de sortie d'hôpital, Mon Espace Santé, et ensuite tous les professionnels peuvent venir regarder ces documents. Et ça fait l'objet des financements du Ségur, et on lance des couloirs et des vagues régulièrement. Donc, effectivement, il y a bien... Et dedans, il y a un carnet de santé, un carnet de vaccination, et c'est en train de progresser en termes de fonctionnalité, et on y va par étapes. C'est-à-dire qu'on va financer au dépôt, on va financer à la consultation par les professionnels. Est-ce que tu as consulté l'espace santé? Les ROSP, tout ce qui est le financement pour les médecins, la nouvelle convention signée entre les médecins généralistes et l'assurance maladie récemment, c'est aussi une partie financière d'incitation à consulter et à alimenter, de synthèse médicale, Mon Espace Santé. Donc tout ça est très progressif, mais alors c'est un projet qui a commencé en 2019 déjà, et là on a déjà bien avancé. Et effectivement, alors c'est la relation au temps, on y revient, hein, ça prend effectivement un peu de temps, c'est un peu long, mais ce que vient de dire Isabelle, c'est que l'État, à travers des financements, a favorisé le développement des industriels pour pouvoir centraliser de la donnée accessible à tous les professionnels de santé. Donc Mon Espace Santé, c'est un environnement, chacun en a un, et donc en fait c'est bien les industriels, nous, qui devons, quand on fait un compte rendu d'hospice, quand on a des résultats de labo, quand on se pèse le matin, potentiellement, ça peut aussi alimenter Mon Espace Santé. Et effectivement, c'est comme ça qu'en définissant les règles au niveau de l'État, en impulsant à travers des financements et en contraignant un peu, mais je ne voulais pas le dire parce qu'après, non, mais un peu quand même, si... avec une relation au temps qui est quand même... Hein, bon, voilà. Mais effectivement, quand on parle d'assurance maladie, qu'on leur demande... Si on veut s'interopérer avec vous, on voudrait accéder à l'INS pour que vous notez l'INS. Je vous rappelle que c'est opposable, hein, l'INS. Quand vous avez une base d'information patient en France, vous devez indexer vos patients par l'INS. Donc il faut demander à l'assurance maladie, donnez-moi l'INS de la personne, en remontant des traits de la personne. C'est pas si simple que ça, hein. Quand on va poser les questions à l'assurance maladie, là aussi on a un rapport au temps qui est bien différent. Et donc là, effectivement, il faut que... Oui, avec tous les temps. Et donc du coup, mais il y a cette dynamique-là qui est bien impulsée pour se dire, on rassemble des informations pour que, si je viens de me faire changer une hanche, j'ai une hanche toute neuve, je tombe dans le coma, et ben, aux urgences de l'hôpital d'Auch, on pourra quand même aller ouvrir mon dossier patient en voyant qu'est-ce qui s'est passé, le bon compte rendu d'hospice, je suis hémophile ou j'en sais rien, il y a des choses qui sont... Donc c'est
l'évolution est en marche. Je ne sais pas si j'emprunte pas ça à quelqu'un en termes c'est une citation qui est dite par quelqu'un de plus intelligent, mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est quand même en marche, quoi. On sent qu'il y a cette centralisation de la donnée, il se passe des choses quand même sur le sujet. Et derrière, après, quand on a cette donnée, il y a toute la logique du Health Data Hub qui pourrait anonymiser, remettre de la donnée qui pourrait être exploitée par des innovants pour pouvoir derrière créer d'autres applications. Donc on est quand même sur un cycle assez virtueux. De tous les documents et les données qui seront dans mon espace santé, pour chacun de nous, on aura peut-être besoin de l'IA parce que le professionnel va passer 3 heures à chercher une fourmi, une aiguille dans une botte de foin. Donc il y aura peut-être aussi besoin d'IA pour vous donner des perspectives, pour aider le professionnel à chercher l'info dont il a besoin et pas dans cette panoplie d'infos à laquelle on espère un jour arriver. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup pour chaque patient, mais on espère y arriver. Et en tant qu'entrepreneur, vous avez un enjeu sur mon espace santé parce qu'il y a un store. Et si vous remplissez les bonnes cases, vous pouvez faire référencer vos solutions dans mon espace santé. Donc vous avez quand même une visibilité préférentielle, là pour le coup, auprès des patients. Mais j'ai une autre question. Est-ce que c'est la bonne tactique juste de chercher avec les partenaires comment s'interconnecter? Pourquoi vous n'utilisez pas un pool de clients, de patients qui viennent charger leurs données et vous branchez l'IA pour qu'elle la structure à l'intérieur des dossiers? Le client, c'est lui qui possède sa donnée. Oui, mais justement, c'est tout l'objectif, c'est mettre le patient, Yann, le patient au centre de la problématique. Donc le patient, comme il n'est pas maître de sa donnée, quand vous allez faire vos résultats de labo, vous allez récupérer sur un PDF d'un côté. Mais de l'autre côté, vous allez faire votre IRM, vous allez récupérer... Si moi je les charge sur l'espace... Alors le nombre de patients qui sont responsables, vous seriez l'idéal des patients Jean-Christophe, on va aller prendre un café, non? Ouais, effectivement. Ouais. On a 1000 trucs à se raconter. Bougez pas. Hein. On peut les applaudir, merci pour eux, c'était très intéressant, merci.